Alors on est parti, ça y est, on y est enfin. Gathering Storm, je vous ai fait l'introduction, je n'ai parlé depuis pas mal de temps. Et puis la boucle est bouclée parce que c'est les premières vidéos de la chaîne. J'avais commencé avec les rapports de bataille sur les missions de Gathering Storm. Et là, on y va, je vais vous redonner l'histoire complète de Gathering Storm. Ça va être vraiment en plusieurs vidéos parce qu'il y a beaucoup de lore hein, sur chacun de ces bouquins-là. Il y a à peu près 90 pages de lore. 90 pages de lore x 3, ça fait 300 pages à lire à peu près. Hein. Et donc du coup, ça va s'étaler sur plusieurs vidéos. Alors le principe, c'est que vous avez cette première vidéo-là disponible. Vous l'avez sur EIGTV et sur Wargame Lore EIGTV. Wargame Lore EIGTV, c'est ma deuxième chaîne. Je vous invite à aller sur cette chaîne-là parce qu'à terme, je pense que peut-être après la série Gathering Storm, il n'y aura plus de vidéos lore, fluff sur IGTV, mais uniquement sur Wargame Lore IGTV, qui est une chaîne dédiée 100% au lore. Ensuite, bien sûr, si vous me suivez sur Tipeee, et j'espère que c'est le cas, eh bien, vous aurez les vidéos en avance avant qu'elles sortent sur les chaînes officielles, et vous les aurez aussi sans publicité, ça va compter, et aussi en version podcast, pour ceux qui écoutent en version podcast. Alors, quand on voit la couverture, tout de suite, la chute de Cadia, on est spoilé, on sait ce qui va se passer, par contre, on ne sait pas comment ça va se passer, et c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, première partie du livre, première page du livre, vous avez une image de la... Alors, j'allais dire la cicatrice Manitou, c'est parce qu'on est dans le futur, mais à cette époque-là, c'est l'œil de la terreur. L'œil de la terreur, c'est ce qui représente la plus grande faille warp de la galaxie, j'allais dire de l'univers, mais on va pas repartir dans le débat entre le chaos existant dans l'univers ou simplement dans cette galaxie. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos, hein. Bon, peu importe, on passe ce débat-là. Donc, on a l'œil de la terreur, et puis on a un petit texte. Et ce petit texte, il va vous présenter la rêveuse. Alors, la rêveuse, c'est tout simplement... bon, en fait ce qui est assez amusant, c'est que comme nous, on a une vision, parce que ça fait 6 ans, 9 ans 6 ans. Ça fait 6 ans que ces bouquins sont sortis. Forcément, on va savoir des choses. Donc ça, c'est, je vous mets un petit peu en garde dans cette vidéo. D'habitude, ce que je fais dans mes vidéos, c'est que je ne lis pas la suite, je vous fais la vidéo et j'essaie de deviner ce qui va se passer. Là, bien évidemment, on sait tout ce qui va se passer. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, donc je sais exactement ce qui va se passer. Mais je vais essayer quand même de rendre un petit peu de suspense. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, eh bien, je vais essayer justement de mettre du suspense. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses en vous disant, par exemple, qui est la rêveuse. Vous le savez peut-être certains, mais ceux qui ne le savent pas, eh bien, je ne vais pas donner tout de suite la réponse. Alors, la rêveuse, c'est tout simplement une entité qui s'éveille. Alors, elle se rappelle dans un premier élément de conscience que il fut un temps jadis, elle connaissait la souffrance, la faiblesse de la chair, la faiblesse de l'existence, et elle sent en tout cas qu'on fait de nouveau appel à elle. Et à chaque fois, elle a cette lassitude parce qu'elle a envie d'accéder au repos, un repos éternel dans ce lieu qui est un lieu multicolore où eh bien, la souffrance a disparu et où elle peut enfin être libérée de l'existence assez négative qu'elle a pu avoir avant, toutes les souffrances avec la chair est faible, ce genre de choses, ou l'esprit même qui se fait assaillir. Là, elle est dans une sorte de plénitude, mais on a besoin d'elle. Et ça, c'est une chose très importante, elle le sait au fond d'elle, on a besoin d'elle. Et quoi qu'il arrive, elle est la dernière représentante d'un idéal perdu, un idéal qui n'existe plus qu'à travers sa présence. Donc, elle va, quoi qu'il arrive, continuer le combat, même si elle sait que, eh bien, à chaque fois qu'elle sort de cet endroit qui est sa taverne, un peu son lieu de repos, eh bien, une partie d'elle est dévorée par les damnés, une partie d'elle risque de succomber à jamais, et que peut-être, pour une fois, ce sera son dernier voyage, et qu'elle ne reviendra plus dans cet endroit-là, et qu'elle n'existera plus en tant que telle. Malgré tout, la volonté doit être accomplie et elle saisit son épée. Et en saisissant cette épée, eh bien, la lassitude qu'elle éprouvait disparaît complètement. Elle se retrouve remplacée par une force, une volonté bien au-delà de ce qui est capable de représenter. C'est cette volonté-là qui va la guider à réapparaître. Les choses s'estompent, toutes les couleurs mirobolantes disparaissent et elle se retrouve à nouveau sur un champ de bataille, prêt à délivrer la vengeance de l'empereur.
Bon, ce personnage, qui ça peut être d'après vous? Eh bien, oui, c'est Sainte Célestine. Donc, c'est la rêveuse, c'est là où elle s'éveille. Ce qui est assez intéressant, malgré tout, c'est que on apprend que son pouvoir, en fait, elle l'a obtenu après sa mort. Parce que elle nous dit, en fait, qu'à l'époque où elle était de chair, elle n'avait pas ce pouvoir. Et c'est que après, dans la mort, du coup, que cette mission lui a été confiée. Alors, cette mission a été confiée par qui? Par l'empereur. Sainte Célestine, c'est vraiment l'incarnation de la volonté de l'empereur, l'incarnation en tout cas d'un idéal de l'empereur, ça c'est ce qui est dit aussi. Et ce qui est important de noter, vraiment très important, c'est que c'est le seul réceptacle de cette volonté-là. Donc il n'y a personne pour la remplacer, et si elle venait à disparaître, eh bien il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui reprendrait le rôle de la sainte de l'empereur, de la volonté de l'empereur. Et bah, ça, elle le sait, c'est ce qui pèse sur elle, mais elle va continuer jusqu'au bout. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'on se dit que, eh bien, elle sait malgré tout que le final va être assez négatif, et que malgré tous ses efforts, forcément, il y a un moment donné où elle aura plus suffisamment de force pour se matérialiser ou gagner tous les combats, ou que forcément, à un moment donné, elle va tomber sur quelqu'un qui mettra fin à sa vie et qui mettra fin aussi à sa vie spirituelle, et donc fin à la volonté de l'empereur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans Warhammer 40 000, mais qui est ce côté vraiment très dramatique des choses, parce que on sait qu'on va se battre quoi qu'il arrive, mais que la victoire ne sera pas là. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très présent, je trouve, dans Gathering Storm, et on a toujours ce côté, la volonté doit aller plus loin que l'imagination d'une victoire, ou que le fait qu'on puisse vraiment gagner. L'important, c'est de se battre, et Sainte Célestine le dit bien, elle le dit, la plus grande des défaites, c'est de ne pas combattre. Alors ensuite, on va nous présenter l'âge des ténèbres. Donc c'est la présentation classique qu'on a l'habitude de voir sur Warhammer 40 000. Donc ça nous explique que on est sur la pire époque qui a pu exister pour l'humanité. L'humain n'existe pas, il n'est qu'un rouage, il n'est qu'un matériau pour l'existence de l'Imperium. C'est l'Imperium qui représente l'humanité, et l'humanité, c'est juste une sorte de carburant pour que l'Imperium puisse continuer d'exister. Malgré tout, cette époque est horrible, et il n'y a aucun salut à l'horizon, parce qu'il n'y a pas de progrès. Donc c'est une vision vraiment très noire où l'individu n'est là que pour perpétuer un impérium qui de toute façon est en déclin, et forcément va finir par péricliter. Donc qu'est-ce qu'on a décrit? On a décrit un petit peu l'existence des humains, donc l'existence des humains qui vivent sans forcément voir un jour la lumière extérieure, le soleil, le ciel. Certains vivent et naissent dans les cuves, en fait, dans les cuves, mais dans les soutes, c'est ça le mot que je cherchais, dans les soutes des vaisseaux spatiaux, sans jamais un jour respirer un air qui est pur, qui existe autrement que par le système de recyclage. D'autres passent leur vie dans des scriptoriums, donc à réécrire en fait tout ce qui ne va finalement jamais être lu. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez dramatique dans l'histoire de Warhammer 40 000, c'est que vous avez ces scripts qui toute leur vie passent à réécrire, compiler des données qui de toute façon ne seront jamais lues, qui sont simplement archivées, donc une existence vaine tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est très dur en fait dans Warhammer 40 000, c'est cette notion-là. Maintenant, c'est une bénédiction pour eux. Alors pourquoi c'est une bénédiction? Parce qu'ils ne lèvent pas les yeux au ciel, et que du coup, ils sont dans l'inconscience de ce qui existe au-delà de leur travail, au-delà de leur devoir pour l'Imperium, à savoir les menaces Xénos, à savoir les orques par exemple, qui viennent assaillir les mondes, les détruire, apporter la guerre, la destruction, des races comme les Nécrons, qui eux veulent reconquérir ce qui leur est dû, la galaxie de plein droit, et puis bien sûr, une menace encore plus difficile, les tyrannides qui eux viennent dévorer, tout simplement, sans aucun espoir de victoire. Ces informations-là, en fait, elles sont connues uniquement des dirigeants, et c'est leur poids, c'est leur fardeau, parce que eux se doivent de coordonner la défense, de protéger l'Imperium, de protéger les rouages, son fonctionnement contre ces menaces. Alors, comment ils le font? Tout simplement grâce aux différentes forces de l'Imperium, donc on les connaît. Donc vous avez les Space Marines, vous avez les sœurs de bataille. On ne parle pas encore des custodes ici, parce qu'à cette époque-là, les custodes, c'était quelque chose qui n'était pas aussi mis en avant que ce qu'on va avoir là. Donc pour l'instant, on les met de côté. Pareil avec les sœurs du silence, on les met de côté. Par contre, vous avez aussi l'Astra Militarum. Et là, c'est une époque, je dois dire, où, et surtout avec la chute de Cadia, l'Astra Militarum était beaucoup plus mise en avant. Là, je trouve qu'à l'heure actuelle, maintenant, je sors un petit peu, on dézoome, c'est vraiment les Space Marines. Les chapitres Space Marine défendent l'Imperium, mais quid des Cadia, parce que Cadia tient
Cadia Stand, quid de, je sais pas, Armageddon, enfin tous ces régiments en fait qui étaient assez présents dans l'univers de Warhammer 40 000 jusqu'à la V8, et c'était vraiment eux la défense de l'Imperium, et puis les Space Marines c'était les guerriers d'élite. De temps en temps ils venaient, de temps en temps il y avait un Thunderhawk qui venait déposer une petite dizaine de guerriers, et ça faisait changer le cours de la bataille, mais c'était pas plus que ça. Alors que là j'ai vraiment l'impression que depuis la V9, la V10, c'est l'Imperium qui est défendu par les Space Marines, il n'y a que. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que l'essence même de la défense de l'Imperium, c'est bien sûr l'Astra Militarum, donc la garde impériale. Et là, je trouve que la défense de Cadia, c'est un des derniers barreaux d'honneur. Après, c'est vraiment accessoire. L'Astra Militarum, alors on nous le met en mode ils sont là, ils sont en train de se faire défoncer, et puis les Space Marines eh bien, viennent pour sauver un petit peu la situation. Mais il n'y a vraiment pas ce côté où c'est eux qui donnent leur sang et c'est eux qui font le plus gros sacrifice pour protéger l'Imperium. Voilà. En tout cas, eh bien, ces différentes forces sont là pour défendre Cadia. Malgré tout, nous sommes à l'âge des ténèbres et les choses vont aller de pire en pire. Alors on a des signes annonciateurs. On a eh bien, tous ceux qui ont des pouvoirs psychiques qui se mettent à faire des rêves, enfin des cauchemars plutôt, où ils désignent des destructions sans nom et l'avenir est bien plus sombre que ce qui existe déjà. On a le prophète Dulandros qui n'avait jamais exprimé quoi que ce soit depuis 10 générations et là prophétise une destruction absolue de la galaxie. On a plein de signes comme ça avant-coureurs d'une ère de cauchemars insensés et de destruction insensée. Et vous savez qu'ils sont pas loin de la vérité. Donc ensuite, pour mettre en place un petit peu eh bien, le théâtre de ce qui va se passer, on va parler un petit peu de Cadia. Alors Cadia, c'est un ensemble de mondes, ce n'est pas une seule planète, mais c'est ce qu'on va appeler la porte cadienne, donc c'est plusieurs planètes qui sont à côté de l'œil de la terreur et qui sont la première ligne de défense de l'Imperium pour protéger eh bien, la galaxie des assauts des forces du chaos, des forces warp, qui se déversent du warp de par uniquement en général les failles warp et typiquement l'œil de la terreur. Donc c'était une époque où on avait vraiment différents points d'accès, il suffisait de juguler un peu ce point d'accès pour limiter les incursions chaotiques. Là, eh bien, on sait qu'Abaddon va lancer sa 13e croisade noire, donc sa cible, on la connaît, c'est Cadia. Pourquoi? Parce que Cadia, c'est le symbole de la résistance de l'Imperium. Et on sait que Abaddon eh bien, ne peut pas laisser ce symbole présent, parce que c'est symbole de son échec. Quand on dézoome encore un petit peu, qu'on rappelle un petit peu ce qu'il y a, vous savez que le plan d'Abaddon, il est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est là où, quand on lit ces choses comme ça, on se dit, bah oui, Abaddon a toujours perdu, c'est le grand perdant, Abaddon. Hein. Ça fait 12 croisades noires qu'il a lancé, il n'a jamais réussi à rien faire. Après, vous le savez, on le saura un petit peu plus tard. Je vous mets un petit peu comme ça maintenant. En fait, il y a un plan qui se dessine, qui est présent sur Abaddon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça a fait changer en fait notre perception qu'on avait d'Abaddon. Abaddon, c'était vraiment le grand perdant, c'est-à-dire celui qui est l'héritier de l'architraite Horus, mais finalement, il n'a jamais réussi à rien faire. Et puis, au final, avec Gathering Storm, il prend une toute autre ampleur parce qu'il n'a jamais perdu. Au final, son plan se déroule à merveille et à chaque fois, il obtient ce qu'il veut. Et là, il va attaquer Cadia. Et puis, vous avez le nom hein, du livre, La chute de Cadia. Même les défenseurs de Cadia savent que ce sera sans doute le dernier combat, mais qu'ils vont donner tout ce qu'ils ont, leur dernière force dans la bataille, pour bien faire gagner du temps à l'Imperium. Donc, Cadia, c'est une planète qui est extrêmement militarisée, 100% de sa population est dévouée à la guerre, donc on peut imaginer aussi, c'est toujours ce qui a été dit même plus tôt, c'était que l'Astra Militarum sur Cadia était le plus puissant, l'essence même de l'excellence, c'est-à-dire l'élite parmi l'élite. Donc, il faut imaginer déjà que l'Astra Militarum, donc la garde impériale, ce sont des surhommes, j'allais dire, surentraînés en tout cas, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer comme étant chez nous à notre échelle maintenant des forces spéciales, des gens ultra entraînés depuis leur plus jeune âge dans l'art de la guerre, avec le matériel qui, bien sûr pas le mieux que de ce que peut produire l'Imperium, ça va aller ailleurs, mais en tout cas, toutes les chances sont pour eux et ils ont de quoi résister à toutes les forces qui veulent attaquer les mondes, et justement Cadia c'est la référence, ça a toujours été la référence, et là encore c'est la référence. Donc ce monde
très militarisé, constitué d'énormément de bastions. Donc chaque mètre carré, on peut l'imaginer, vous avez des armes de défense, des barricades, des bastions, ce genre de choses. Donc on ne peut pas mieux préparer Cadia. Malgré tout, sachant qu'Abaddon va lancer sa croisade, eh bien il renforce le plus possible Cadia. Donc vous allez avoir bien des sœurs de bataille qui viennent s'occuper. Donc on a Notre-Dame des Martyrs, on va avoir aussi des forces, des chapitres Space Marine. Donc on a des Space Wolf, des Dark Angel, des Black Templars. Ça, c'est ceux qui vont avoir un impact un peu plus grand. Après, on peut imaginer bien sûr que vous avez des chapitres successeurs qui sont aussi là. Vous avez en orbite le maximum de vaisseaux qu'on a pu rallier pour créer vraiment un rideau défensif, parce que vraiment la première bataille va être dans l'espace. Donc ça, c'est assez aussi important. Et puis vous avez des forces du Mechanicus, donc que ce soit les forces du Mechanicus, Kitari, etc. Vous avez aussi les ordres des chevaliers impériaux, donc les Knights, donc voilà, la noblesse, plus bien entendu l'Adeptus Titanicus avec beaucoup de titans qui sont là pour protéger le sol de Terra. Alors après, juste là, je pense à cette vidéo où vous avez vu en fait dans l'hérésie d'Horus avec le vaisseau d'Horus qui balance un petit coup de lance navale sur un Warlord et puis donc c'est là où on se dit que malgré tout un titan, ça fait pas beaucoup de poids par rapport à un vaisseau spatial, et même quel que soit le vaisseau spatial. Ça c'est toujours quelque chose que je me suis dit, il y a un moment donné, pourquoi faire la guerre sur le sol d'une planète alors que bien évidemment, déjà avec le bombardement orbital, si le but c'est juste de détruire une planète, le but d'Abaddon, c'est pas de capturer Cadia, c'est de la faire sauter, de la détruire. Eh bien, bon, les combats au sol, c'est jamais été la folie. Par contre, bien sûr, comme on joue à Warhammer 40 000 et pas à Battlefield Gothic, et je sais que ça fait bien pas plaisir à l'ami Ben qui est ici, il préfère jouer à Battlefield Gothic. Eh bien, il joue d'ailleurs à Battlefield Gothic. C'est, à mon avis, ce qui représente plus le combat dans le 41e millénaire, c'est vraiment le combat spatial. Encore une fois, le combat sur le sol, c'est pour se faire plaisir, avoir des figurines et puis avoir des jolis combats, mais à mon avis, c'est pas très réel. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors pour revenir sur Cadia, une des grosses particularités de Cadia, ce sont les pylônes de Cadia. Ça a été un des plus grands mystères de la galaxie pour l'Imperium. Donc vous avez des structures monolithiques qui sont indestructibles, parce qu'aucune des armes de l'Imperium n'est capable de les endommager. On ne peut pas les étudier. À chaque fois qu'on a cherché à percer leurs secrets, eh bien ça n'a jamais marché. Donc vous pouvez imaginer qu'ils sont immunisés à tout ce qui est rayonnement, enfin peu importe les radios, etc., les sondages. On ne peut rien faire en tout cas, mais ils sont là, ils s'élèvent à plus de 500 mètres et ils plongent dans le sol à plus de 250 mètres. Donc ils sont là, ils sont à peu près 5000 sur Cadia. Ces structures-là, on les a vues aussi sur d'autres endroits dans la galaxie, mais c'est vraiment sur Cadia qu'ils sont le plus présents. Alors, il y a deux théories sur les pylônes de Cadia. Théorie numéro 1, eh bien, certains pensent que ce sont des artefacts qui ont été créés par les Nécrons et avant qu'ils soient transformés en machines, c'est-à-dire quand ils étaient encore de chair et de sang. Donc, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait, mais on pense que cette technologie se rapproche de celle des Nécrons et que ce sont les créateurs en fait de ces piliers. Et une frange un petit peu distincte du Mechanicus sur Mars pense au contraire que ces pylônes sont là pour lutter contre les Nécrons Electan et qu'ils ont été édifiés par les anciens, cette race qui est guidait un peu la galaxie avant l'apparition justement de l'humanité, et ce serait une arme de lutte contre les Nécrons. Quoi qu'il arrive, on est persuadé que ça a un rôle à jouer avec les Nécrons, ou en tout cas un lien avec les Nécrons. Voilà. Donc, est-ce que ces pylônes, on en aura plus d'informations dessus? Bien oui, bien sûr, vous savez à quoi ils servent, parce que là même, ils nous donnent en fait cette petite grille de lecture et ils nous disent, on ne sait pas vraiment quel est leur rôle. Par contre, il est notable qu'ils ont un effet sur le warp et qui calment en fait cette zone, et que malgré la proximité de l'œil de la terreur, le fait qu'il y ait ces pylônes, eh bien, réduisent un petit peu cette zone d'influence et permettent à l'Imperium de pouvoir voyager, de pouvoir utiliser des communications astropathiques et de ne pas trop subir les interférences de l'œil de la terreur. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu dans les débuts des hostilités. Donc, vous avez la description des premières phases de l'assaut, alors très vague. Simplement, on nous dit que, bien sûr, Abaddon attaque
Cadia, parce qu'il ne peut pas laisser cette zone de résistance encore debout. Et dans les premières minutes de bombardement d'attaque, et vous avez des milliards d'individus qui décèdent, tout simplement. Encore bien plus vont décéder par la suite. Et ça va être un combat de tous les instants. Un combat aussi intense que la majeure partie, voire la totalité des forces spatiales sont détruites. On nous dit qu'il n'y a qu'un seul vaisseau, une barge de bataille des Space Wolves qui est encore en état de combattre dans l'espace. Donc on n'a pas de description de ce qui s'est passé dans cette bataille-là. Je me dis que peut-être dans les romans justement, il y a un roman qui est en train de sortir, La chute de Cadia, partie 2, partie 1, tout ça. Peut-être que justement dans ces parties-là, vous avez la description, je sais pas, je les ai pas lues, mais si vous voulez en savoir plus, eh bien je pense que ces bouquins-là peuvent être assez intéressants parce qu'ils doivent sans doute parler de cette étape-là. Peut-être qu'après, il se passe aussi après cette étape-là. Mais en tout cas, là, c'est vraiment très succinct et on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, eh bien, il n'y a plus de vaisseau en orbite. Le seul vaisseau qui reste en orbite, c'est un vaisseau des Space Wolves. Donc, je pense que là, encore une fois, on est dans le côté mélodramatique, historico. Bon, est-ce que ça pourrait exister comme ça? Je ne sais pas. Dans l'immensité de l'espace autour de Cadia, on a un seul vaisseau en état de combattre. Après, on a d'autres vaisseaux qui sont encore là, qui ont perdu, par exemple, leur propulsion, mais qui ont encore des canons. Donc, ça reste des postes de défense, des sortes de tourelles spatiales, mais voilà, que tous les vaisseaux du chaos aient été détruits, que tous les vaisseaux de l'Imperium aient été détruits, sauf un. Bon, voilà. Après, c'était bien équilibré. Ça veut dire que voilà, on avait une bataille qui était équilibrée. Dans les règles de l'art, si on veut jouer à un jeu de figurines, il y avait autant à gauche, à droite, il reste qu'un seul vaisseau. Ça devait être une belle bataille. Mais voilà, en orbite, en tout cas, tout a été détruit. Donc, tout est jonché de débris. Alors après, ça me fait juste penser, encore une fois, à un petit parallèle avec cette théorie, je ne sais plus quel nom elle a, j'ai recherché sur Internet, mais la théorie que si vous commencez à créer des nuages de débris dans la zone proche d'une planète, et bien au final, toute cette zone-là, toute la zone d'orbite devient complètement inutilisable parce que vous avez des tas de particules, une petite vis, un petit écrou, un canon Nova qui sont en train de tourner autour à des vitesses incroyables. Et bien sûr, dès que ça entre en contact avec un vaisseau, ça va le détruire. Donc on peut raisonnablement imaginer que des zones de débris telles qu'on les imagine ou telles qu'on les voit souvent dans certains jeux, etc., avec des zones comme ça très chargées, c'est pas très réel et qu'on peut imaginer que on serait vraiment avec peut-être même une sorte d'anneau ou de coque qui serait autour de la planète, avec tellement de milliards de tonnes de résidus de vaisseaux et de combats au fur et à mesure du temps, en plus, on peut l'imaginer, que voilà, je pense que la planète aurait une sorte de défense naturelle avec un orbite complètement inattaquable, en fait. Bon voilà, après vous me direz ce que vous en pensez. Alors bien sûr, on nous parle du côté militaire, on nous parle aussi de la puissance des dieux du chaos. Pourquoi? Parce que Abaddon, il vient pas tout seul, il vient aider il vient en étant aidé de la malveillance des dieux du chaos, c'est-à-dire que vous avez toutes les armes de séduction de Slaanesh, toutes les armes de pourrissage de Nurgle, toute la soif de sang de Khorne et bien sûr l'esprit du changement de Tzeentch. Ce qui fait que la plus grande arme, et c'est ce qui va causer le plus de dommages d'ailleurs, c'est que avant même que l'attaque se produisent, eh bien vous avez des soulèvements. Donc des bastions qu'on croyait imprenables, eh bien se retournent contre Cadia, se retournent contre l'Imperium parce que leurs dirigeants ont été séduits par les dieux du chaos. C'est là où on voit aussi que malgré tout, encore une fois, je vous rappelle que Cadia, c'est l'essence même de l'excellence humaine. Donc sans doute, dans le côté humain, simple humain, pas post-humain comme l'espèce marine, mais dans les humains, on est vraiment sur, je pense, la population humaine la plus pure, la plus proche de la volonté de l'empereur, la plus entraînée, la plus exceptionnelle, donc vraiment ce qu'on peut obtenir de mieux de l'humanité. Et bien, même en son sein, ceux qui sont les dirigeants, et bien même eux, qui sont l'élite de l'élite, encore une fois, peuvent être séduits par la puissance du chaos et vont se retourner contre l'Imperium et vont retourner leurs armes contre les défenseurs de Cadia. Et c'est ça qui est la plus grande arme d'Abaddon, parce que avant qu'il arrive, eh bien c'est la guerre civile. On a beaucoup de bastions qui s'entre-déchirent et évidemment dans cette dissension on ne peut pas avoir une défense qui est cohérente. Et même si du coup, ce qu'on nous dit c'est que si justement on avait laissé à Cadia la chance de se défendre à 100% de son ensemble, eh bien l'Imperium peut-être aurait pu gagner. Mais là, avec les attaques internes,
le fait aussi qu'on a l'influence de Nurgle, c'est-à-dire que tout l'équipement tombe en lambeaux, rouille, se décrépit. Les humains, simplement, c'est difficile de se battre contre la maladie, donc on ne peut pas lui tirer dessus à coup de fusil laser ou lui mettre un bon coup de couteau. Donc forcément, eh bien, ces armes-là insidieuses vont saper une grande partie des défenseurs de Cadia. On refait une parenthèse, mais c'est vrai que ça me rappelle aussi ce qu'on a pu voir dans les Arches Fatidiques avec la malédiction de la soif rouge, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors c'est pas la soif rouge, c'est les Blood Angels, mais la malédiction de sang, en fait, vous savez, ce qui a corrompu en fait l'ensemble des forces impériales et les a fait passer du côté de Khorne, en fait, en tout cas, ou même s'il n'y a pas directement une allégeance aux dieux, eh bien il y a une soif de sang qui fait qu'ils s'entre-déchirent et que l'ensemble d'une croisade se fait complètement décimer, l'ensemble d'une zone se fait complètement décimer. Là, honnêtement, j'en viens à me demander si, à partir d'un moment, si vous envoyez, alors on va considérer Nurgle, si on envoie Nurgle et qu'il y a une zone en fait de décrépitude, eh bien pourquoi certains bastions peuvent résister au final? Est-ce qu'on ne peut pas noyer tout simplement toute la planète? Je pense que oui. Si vous me dites, ouais, mais une planète c'est un petit peu trop grand, on peut imaginer simplement les zones importantes. En fait, il n'y a rien qui protège, si ce n'est peut-être, je sais pas, un hôtel de la foi, une force de sort de bataille, quelque chose qui serait à contre-pouvoir warp, mais vous me dites qu'il y a les pylônes de Cadia en même temps, et ça c'est vrai. Et c'est vrai que peut-être on peut imaginer, allez, je me fais ma réponse moi-même, on peut imaginer que la planète n'est pas complètement séduite ou tombe sous la coupe du chaos grâce justement aux pylônes de Cadia. On peut aussi se dire le contraire et se dire, non mais attends, s'il y a 5000 pylônes de Cadia qui retiennent l'œil de la terreur, comment est-ce qu'on peut matérialiser des pouvoirs psychiques dessus? Et ça, c'est une question qui est assez pertinente parce que, surtout avec Nexus Paria, hein, vous l'avez vu dans Végilus, on va en entendre parler dans Nexus Paria qui doit être sorti, non, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir quand vous allez voir cette vidéo. Eh bien, on sait que les pylônes, en tout cas, ou la Noctilite, dont ils sont constitués, pour l'instant, on n'a jamais entendu parler de Noctilite dans Gathering Storm, eh bien, c'est quelque chose qui peut nullifier complètement les forces warp. Hein, on l'a avec le Paria Nexus fait par les Nécrons, et on peut imaginer raisonnablement que si on est capable de maintenir l'ouverture majeure de la faille warp de l'œil de la terreur, on peut contenir un petit psycheur ou un sorcier qui est en train de balancer un pouvoir. Mais ça n'a pas été encore mis en avant plus que ça en tout cas. Mais malgré tout, ce sont justement ces éléments qui vont créer l'apparition d'un personnage emblématique, on le connaît depuis déjà pas mal de temps, c'est Ursakar Creed, qui est le commandant du 8e de Cadien, qui est vraiment le régiment un petit peu d'élite. Et bien, le fait est que le haut commandant de Cadia, le Castellan, eh bien, se fait avoir par, par les affres de la guerre, la trahison. Et du coup, c'est Ursakar Creed qui devient Castellan Creed, à savoir le régent de la défense de Cadia. Et c'est un événement très positif pour l'Imperium parce qu'il va prendre les rênes et, de par son charisme, ses compétences, son sens de la stratégie, sa volonté, transformer l'ensemble des Cadiens en leur donnant le même entraînement que le 8e. Et le 8e était vraiment le régiment le plus, l'élite encore une fois de l'élite. Donc là, cette fois-ci, on a vraiment l'ensemble des forces de Cadia qui prennent l'entraînement. Alors comment il va le faire? Vous me dites en très peu de temps. Eh bien, l'entraînement, la volonté, les discours, le fait aussi que le 8e va s'intégrer en fait aux autres régiments pour transmettre un petit peu leurs compétences, leur sens du devoir. Alors, comme je vous l'ai dit encore une fois, j'en ai fait déjà des tartines, on est sur l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, vous avez encore une autre élite qui vient rajouter une élite et vous avez encore une élite qui devient plus élite. Bon, on est toujours sur ce système-là, mais en fait, quoi qu'il arrive, c'est Ursakar Creed, Castellan Creed qui devient le commandant de toutes les forces sur Cadia. Il a même le respect des forces de Space Marine. C'est dire qu'il est respecté quand même, hein, parce que les forces de Space Marine viennent lui porter, alors pas allégeance, mais en tout cas se conforter à ses plans pour renforcer les défenses de Cadia. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce qui est à noter, c'est que au-delà de cet affrontement qui a eu sans doute en orbite, au-delà des rébellions qu'il y a eu, eh bien, il n'y a pas eu encore trace d'Abaddon. Abaddon n'est pas venu sur le champ de bataille et on a un moment de pause dans cette bataille-là, donc on pourrait imaginer que la défense de Cadia a résisté, mais Ursakar Creed sait bien que Abaddon va venir parce qu'il ne peut pas se permettre de ne pas venir, en tout cas sa fierté ne peut pas l'autoriser à ne pas apparaître au moins dans cette attaque et que la première vague qui a été lancée n'était qu'une
première vague pour épuiser les défenses, créer vraiment cette zone de guerre, détruire un petit peu les défenses et puis après arriver avec le gros des forces. Donc le pire est à venir, Ursakar le sait bien. Donc le temps qu'il va avoir avant que la flotte d'Abaddon arrive avec Abaddon à sa tête, eh bien il va le mettre à profit justement pour entraîner les Cadiens, renforcer eh bien, les défenses des bastions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va les vampiriser ou récupérer ou phagocyter voilà, toutes les forces qui peuvent exister. C'est-à-dire que si vous avez un bastion qui a été détruit, on va quand même aller récupérer une tourelle, essayer de regrouper un maximum de défense pour faire un point de commandement central. Il y a une des forteresses qui n'a pas été détruite, elle s'appelle Karsgraf, on le prononce en allemand, mais enfin bon, ça a une consonance allemande, donc K-A-S-R, plus loin K-R-A-F, Karsgraf. Et en tout cas, cette zone-là va être le point de défense ultime de Cadia. Donc on va la renforcer du mieux qu'on peut. Chaque mètre carré, on va mettre une tourelle de défense, un serviteur, un bastion, pour vraiment essayer de donner en fait un appât aussi à Abaddon. Parce que si on peut concentrer, et en fait, Ursakar le sait, si on peut concentrer en fait toutes les zones de commandement à un seul endroit, ça va être la cible la plus juteuse et bien sûr Abaddon en personne va aller attaquer cet endroit-là. Et quand on sait où l'ennemi va attaquer, eh bien on a déjà gagné une partie de la bataille. Là, nous parle de ce qui reste un petit peu dans les défenseurs. Donc on a quelques défenses de sorts de bataille, on a eh bien ce croiseur Space Wolf toujours qui est en orbite et avec quelques forces de chasseurs Space Wolf qui eux par contre vont aller chasser eh bien les poches de résistance chaotique, les poches de ce qui reste des traîtres en fait qui ont trahi Cadia pour aller toujours au combat. Malgré tout, ils ont subi d'énormes pertes. Le combat d'avant leur a coûté la majeure partie de leur effectif, ils sont très peu, mais en tout cas, ils sont encore là. On a aussi les Dark Angels. Alors les Dark Angels, eux, eh bien, ils se sont tous rassemblés autour d'un croiseur, ou une frégate même, le Sword of Defiance, qui est un croiseur d'attaque, qui s'est écrasé, mais reste malgré tout utilisable comme une sorte de forteresse, parce que ces armes sont encore opérationnelles, et donc, ils vont renforcer cette zone-là, et puis avoir un point comme ça solide de défense. Ensuite, on a quelques forces de Black Templar. Donc les Black Templar, ils vont avoir un rôle vraiment assez important. On verra par la suite. Et en tout cas, là, eux, eh bien, ils vont répartir en fait leur effectif au sein des forces de Cadia. Pourquoi? Parce que vous le savez, les Black Templars, c'est ceux qui ont, même si techniquement parlant, les Space Marines ne croient pas au côté divin de l'empereur, eh bien les Black Templars sont les plus zealotes, c'est-à-dire ceux qui ont cette notion de foi vraiment au-delà de simplement le commandement de l'empereur. Ils ont cette foi en l'empereur et ils ont envie eh bien d'aider. Alors plutôt de surveiller, parce qu'en fait on apprend que le leader des Black Templars justement ne fait pas forcément confiance aux Cadiens. Alors je sais pas ce qu'il lui faut, on a quand même l'élite de l'humanité, mais c'est sans doute parce qu'il considère qu'un humain, aussi entraîné soit-il, ne vaudra jamais un post-humain. Donc il va répartir en fait les forces des Black Templars au sein des différents régiments de Cadia pour eh bien augmenter leur foi. Alors petit élément aussi qui est assez important, c'est que les sorts de bataille, elles aussi, apportent une sorte de zone comme ça de renforcement, parce que eh bien quand le vent souffle de la bonne direction, on nous dit que les effluves d'encens qui viennent des forteresses des sorts de bataille, eh bien, pas magnétisme, mais apporte encore plus de confiance en fait, ou réconforte en tout cas les forces des Cadiens, parce qu'ils sentent un peu eh bien, la noblesse, le pourquoi ils se battent. Enfin, vous voyez, vous avez ce renforcement un petit peu psychique. Vous avez aussi Ursakar qui va faire beaucoup de discours à travers toute la planète, entre deux gestions de défense, hein, bien évidemment, pour renforcer encore une fois au plus possible le moral des Cadiens. Et on voit que c'est vraiment deux éléments importants, la préparation militaire avec tout ce qui est renforcement, plateforme de défense, et le renforcement mental avec la volonté de gagner et la volonté de se sacrifier quoi qu'il arrive pour l'Imperium. Alors je dis qu'il y avait le renforcement de l'âme et des défenses, mais il y a aussi un troisième cheval de bataille pour Creed, c'est de réussir à contacter l'Imperium pour demander des renforts. Et pour ce faire, il va récupérer en fait le maximum de psycheurs qu'il peut trouver, et il reste un des astropathes, alors qui est mal en point, mais il va aussi récupérer eh bien différents éléments de cœur astropathique dans les forteresses qui ont été détruites, et il va demander à un prêtre du Mechanicus de reconstruire une sorte de balise. Alors, elle n'est pas aussi efficace que les balises de communication classiques que les cœurs astropathiques peuvent avoir, mais en tout cas, il espère que en regroupant
équipant tous les derniers psycheurs au même endroit, s'ils peuvent donner de la puissance au dernier astropathe, et bien l'astropathe réussira à contacter l'Imperium et à demander des renforts. Donc on a tout un petit descriptif où justement, eh bien, vous avez Creed qui arrive dans cette zone-là, donc il voit en fait que, eh bien, il y a différentes caissons dans lesquelles vous avez les psycheurs, ils sont tous plus ou moins enchaînés, reliés ensemble, parce que ce qu'il y a eu comme peur aussi, ou comme contre-argument, c'est que les généraux ont dit à Creed, mais si on laisse les psycheurs en fait rentrer en contact aussi près de l'œil de la terreur, eh bien peut-être que ça va créer une nouvelle faille à l'intérieur de nos défenses, peut-être que ça va être au contraire la mort de Cadia. Mais l'avantage, et ça on le souligne très bien, c'est que comme c'est Castellan Creed maintenant, c'est lui qui décide, eh bien, il impose sa volonté et il impose justement de faire ce plan-là. Donc, on a eh bien l'adepte du Mechanicus, alors à chaque fois on nous le décrit encore une fois, donc un peu plus humain que ce qu'on a l'habitude de voir, mais malgré tout comme une sorte d'araignée au sein des câbles qui les relient aux différents appareillages, dont Creed ne connaît et ne reconnaît pas le fonctionnement, mais vous avez en fait bien, cette sorte de maillage de toile d'araignée avec les différents psycheurs. Donc Creed s'avance proche du psycheur, il lui dit tu sais ce que tu as à faire, et on voit que le psycheur est en proie à des douleurs assez atroces, mais qu'il réussit à focaliser un petit peu sa volonté pour regarder Creed et dire oui je sais ce que j'ai à faire, et ainsi soit-il. Donc le prêtre du Mechanicus enclenche la machine, et puis dans des éclairs d'énergie, on a toute cette volonté, tous ces psycheurs qui donnent leur dernière étincelle de puissance pour que l'astropathe puisse contacter et envoyer ce message astropathique. Une fois que c'est terminé, on a un seuil acceptable et tolérable dans les limites de ce qui avait été calculé, à savoir 92% de décès. Donc on imagine qu'il ne reste qu'un seul simple psycheur. Donc Yusakar Creed vient demander est-ce qu'on a eu confirmation que le message a été envoyé. Le prêtre lui dit les données sont incomplètes, je ne peux pas vous assurer que ça a été fait, mais en tout cas on a envoyé ce signal maintenant, voilà. Et il demande à Creed, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et Creed se dit, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va défendre Cadia. Peu importe, que les défenseurs arrivent, que le message ait été envoyé ou pas, on n'a qu'une chose à faire. Abaddon va revenir, c'est certain, et on doit renforcer Cadia le plus possible pour que, eh bien, on tienne. Ce qui se passe, c'est que Creed a quand même quelques petits vaisseaux qui restaient, des petites corvettes, des frégates, et il les a envoyés tout au sein de la porte cadienne pour essayer d'être des avant-postes pour détecter la venue justement de la force principale d'Abaddon. Et c'est justement ce qui va se passer après que ce message a été envoyé, donc les choses sont quand même bien faites. Peut-être que c'est le signal aussi, hein, qu'Abaddon a perçu ce signal et s'est dit « Allez, on y va, c'est le moment hein, ». Si vous avez le sens du spectacle hein, chez Abaddon, en tout cas le sens du spectacle est là. Eh bien, on a une corvette qui revient péniblement, donc on nous dit que la plupart de son effectif est mort ou va mourir à cause des radiations, et simplement un des derniers officiers rapporte que il a vu Abaddon arrive, la force de la croisade noire, de la 13e croisade noire arrive très prochainement. Et voilà. Fin de ce chapitre. Donc comme vous le voyez, ce chapitre-là, il est vraiment là pour que tout se mette en place, pour qu'on ait quelques éléments. Donc on a, alors Sainte Célestine n'est pas nommée, mais bon, on comprend bien que c'est Sainte Célestine, la rêveuse, celle qui a la volonté de l'empereur. On nous présente aussi le personnage d'Yusakar Creed, savoir comment il accède en fait à ce poste de régent de Cadia, sa façon de faire aussi, le fait que, eh bien, il est reconnu comme ayant des capacités vraiment supérieures à la normale. Alors là, je pense à des trucs, mais on en parlera un peu plus tard. Donc c'est vraiment un passage vraiment sympathique. Si, allez, je pense à plein de trucs sur Yusakar Creed, mais je me dis, mais pourquoi on parle pas de sa fille d'ailleurs? Ah ouais, parce qu'il a une fille, Yusakar Creed, on le sait, hein. C'est comme, je pense à la politique française. Ah non, on ne parle pas de Mitterrand. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? On n'en parle pas de lui. Mais en fait, il y a ce genre de choses, c'est presque étonnant qu'à un moment qui soit aussi proche de la disparition d'Yusakar Creed, on nous parle à aucun moment eh bien, de sa descendance, alors que sa descendance va avoir un rôle plus qu'impactant dans la suite du lore. Mais c'est aussi le principe de faire naître en fait des nouveaux personnages hein, en termes de lore qui n'ont pas été pensés il y a 6 ans. Donc il faut se laisser cette liberté en fait. C'est vrai que quand on est chipoteur, hein, chipadouilleur, on va dire ouais c'est abusé, pourquoi ils en parlent pas. Après on se dit aussi bon ça fait plaisir qu'il y ait des nouveautés comme ça. Après on pense ce qu'on veut de la fille de Creed. Mais voilà c'est ce genre d'éléments qui sont assez sympathiques. En tout cas il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont venir. Comme c'est dit ici, la
la 13e croisade noire ne fait que commencer, et c'est le cas, parce que là, je vous ai lu à peu près une douzaine de pages. Je vais essayer de condenser à chaque fois au mieux les choses, mais pour vous donner vraiment matière et que vous puissiez vraiment revivre vraiment pleinement Gathering Storm. Moi vraiment, c'est la série qui m'a le plus marqué, et vous êtes beaucoup ici en commentaire à me dire que c'est une série qui vous a vraiment beaucoup plu. Je l'ai vu dans les retours, c'est emblématique, et je pense que c'est le meilleur passage de lore qui a été créé dans les campagnes Games Workshop jusqu'à présent. Moi j'ai bon espoir qu'un jour on ait quelque chose qui soit du même calibre. Vraiment, vraiment, ouais, si quand je repense, je pense que Ark of Omen, c'était vraiment ce qu'il y a de plus proche, mais vraiment quand même un petit peu en dessous. On va voir avec ce qui va sortir. Comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup d'esprit positif sur ce qui va venir avec Paria Nexus, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà, donc merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle que si vous voulez voir la suite, vous l'avez normalement un peu plus vite sur Tipeee. Enfin, c'est sûr que ça va être plus rapide sur Tipeee, et vous les avez aussi sans publicité. C'est vrai que les publicités sont embêtantes, et moi, c'est ce qui me permet de bien vivre, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Tipeee. Merci à vous tous en tout cas. Rendez-vous dans les commentaires, et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Salut à tous.